La planète Terre. Une planète grouillante de vie. Sous l'eau. Sur Terre. Vie végétale. Vie animale. Le vivant nourrit le vivant. Chaque organisme, du plus petit au plus grand, est un maillon de la chaîne alimentaire. Évolution révolutionnaire. Les origines du futur. Survivre. Tout être vivant cherche à rester en vie, c'est-à-dire à être le plus possible en sécurité, et à satisfaire au mieux ses besoins vitaux. Mais le danger est partout. Les individus de certaines espèces animales font face seuls. Ils vivent dans l'état de nature, c'est-à-dire un état dans lequel chacun ne compte que sur ses propres forces, et est donc à la merci du plus fort, sans parler des accidents, des maladies, etc. D'autres recherchent d'instinct la sécurité auprès de congénères, et forment avec eux, société. Puisque seul le plus fort survit, ils appliquent l'adage « l'union fait la force ». La force vis-à-vis de tout ce qui est extérieur à l'union, y compris les individus de la même espèce, membres d'autres sociétés. Les diverses sociétés sont donc toujours entre elles dans un rapport de force. Les animaux sont ainsi divisés entre les solitaires et les sociables. Principe fondamental de l'ordre social. Une société peut compter de 2 individus, à plusieurs millions. Mais toutes reposent sur les mêmes principes, puisque toutes ont la même raison d'être, et que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Une société, ou cité, doit apporter à ses membres, à ses citoyens, la sécurité qu'ils recherchent. Or la société n'est jamais que l'ensemble des citoyens, lesquels ne sont donc en sécurité que s'ils se protègent mutuellement. Le devoir que tous ont de protéger les autres génère ainsi, pour chacun, la sécurité que la société doit garantir à tous en tant que droit. C'est parce que les citoyens ont des devoirs, et nécessairement les mêmes devoirs, qu'ils ont des droits, et fatalement les mêmes droits. Il n'y a ni devoir ni droit, au vrai sens de ces termes, dans l'inégalité. L'égalité des citoyens, en devoirs, et en droits correspondants, est le principe fondamental de l'ordre social. Sécurité, du sens strict au sens large. La sécurité au sens premier du terme n'est pas toujours le seul besoin des citoyens, et peut donc prendre un sens beaucoup plus large. Pour se protéger des prédateurs et du climat, certaines espèces construisent des abris collectifs. Ces mêmes espèces conservent près d'elles les petits, contrairement à d'autres qui les abandonnent ou les chassent une fois sevrés. Ainsi, tous les citoyens ne peuvent prendre part à la quête de nourriture, alors que tous ont besoin de manger. Mais tous les citoyens ont aussi besoin de l'abri, même ceux qui ne prennent pas part à sa construction. Et ainsi de suite. Au final, les citoyens sont complémentaires et indispensables les uns aux autres. Qu'ils se spécialisent, ou remplissent les diverses tâches à tour de rôle, tout doit être fait. Aucune tâche ne justifie davantage. Aucune ne doit porter préjudice. Il s'ensuit que, au-delà de se défendre mutuellement, les citoyens ont, de manière générale et plus courante, le devoir de participer à la vie de la cité, selon ce qu'elle considère comme une participation, et ont en retour le droit de profiter de tous ses bienfaits. Sans ce devoir, et sans ce droit, la citoyenneté est un mot creux, un concept vide de sens. Précision importante. On ne n'est pas citoyen. On le devient. La citoyenneté, et les droits qu'elle confère, s'obtient et se conserve en remplissant en permanence les devoirs du citoyen. Les étrangers, les individus de la même espèce, mais membres d'autres sociétés, ne sont pas citoyens, mais peuvent le devenir à ces mêmes conditions, si toutefois leur incorporation est sollicitée par eux, et acceptée par les citoyens. En revanche, les petits, qui sont au mieux à la charge de la cité, ne sont jamais citoyens, même s'ils sont appelés à le devenir. Le cas des infirmes, des blessés, des malades et des vieux, est plus nuancé, car l'attitude de la société envers eux dépend des capacités de cette dernière, donc de l'extension qu'elle peut donner au devoir de solidarité. À l'impossible, nul n'est tenu. Le principe veut que celui qui ne remplit pas ses devoirs n'est pas, ou n'est plus citoyen, et n'a donc pas droit à la solidarité de la société.
mais c'est aussi la raison d'être de la société, d'être là pour ses membres, en cas de coup dur. Toute la question est de savoir si telle société a les capacités de secourir, ou prendre en charge, sans se mettre elle-même en danger, les citoyens frappés par le sort. Or, en la matière, les animaux ordinaires atteignent vite leurs limites, et en sont rapidement réduits, sans manquer à leurs devoirs, ni violer aucun principe, à abandonner ceux d'entre eux qui ne peuvent plus s'assumer seuls, et que personne ne peut aider. Mais c'est pour cette même raison, que les hommes peuvent, et doivent pousser très loin le devoir de solidarité, et prendre soin des blessés, des malades et des vieux. Ce qui les expose d'ailleurs à prendre pour de l'humanité ce qui n'est que l'application des principes combinés à leurs capacités exceptionnelles, et à ne plus agir que par humanité, ou sensibilité, au détriment des principes de l'ordre social, c'est-à-dire à oublier ces principes, et à détruire l'état de droit au nom de pseudo-droits de l'homme. Communauté, partage et accès. Le potentiel de la cité est proportionnel aux efforts combinés que font pour elle les citoyens, aux devoirs qu'ils remplissent, individuellement et collectivement envers elle, donc envers eux-mêmes. La cité peut et doit leur prodiguer, en retour, les bienfaits dont elle est susceptible grâce à eux, des bienfaits à la hauteur de son potentiel. Certains de ces bienfaits sont indivisibles, et destinés à la communauté en général, tous les citoyens en profitent, sans qu'aucun en soit le bénéficiaire en propre. Exemple de l'abri collectif. En revanche, d'autres bienfaits n'existent, pour les citoyens, que s'ils les reçoivent réellement, personnellement et également. Exemple de la chasse collective, dont le produit est destiné à nourrir les citoyens individuellement. Les bienfaits de cette deuxième catégorie, consistant en services et en produits, peuvent soit être partagés de manière relativement égale entre les citoyens, soit être libres d'accès à tous, de sorte que l'égalité porte alors, non sur les parts, mais sur le droit. Le principe égalitariste du partage, ou du rationnement, prévaut lorsqu'il n'y a pas beaucoup et que chacun doit recevoir un peu. Le principe égalitaire de l'accès libre, quand il y a beaucoup et que chacun peut, sans inconvénient, se servir à sa guise, dans la mesure du possible. Toutes les sociétés animales connaissent ces deux principes et procèdent tantôt d'une manière, tantôt de l'autre, suivant la situation. Nos sociétés humaines modernes, notamment occidentales, connaissent l'abondance et devraient appliquer le principe du libre accès pour les citoyens, c'est-à-dire que la citoyenneté devrait conférer le droit d'accéder librement au marché. Mais il n'en est rien. L'accès au marché, aux bienfaits de la société, passe par la monnaie. C'est une spécificité humaine, et une catastrophe sociale. Troc, monnaie, et désordre social. Fut un temps lointain, où les communautés humaines suivaient les principes de l'ordre social et vivaient en harmonie, à l'instar de toutes les sociétés animales. Mais ce qui fait la spécificité de l'homme a fait aussi le malheur du citoyen. L'homme a la capacité de saisir, de penser, d'évoluer, de fabriquer, ce qui, progressivement, l'a amené à échanger les productions, entre communautés et entre individus, d'abord sur le mode du troc, puis via la monnaie, qui n'est jamais qu'un troc, dans lequel l'objet réel acquis est échangé contre un bien représenté par des unités de valeur, matérielles ou virtuelles, appelées monnaie. C'est là que tout a basculé. Le troc, qui consiste, pour des individus, à échanger entre des objets qu'ils possèdent et à mettre ainsi ces objets en équivalence, a introduit dans la société une mentalité individualiste et matérialiste. Plus, il leur a inculqué la croyance que la notion de valeur marchande est nécessaire pour échanger. Or un système d'échange fondé sur la notion de valeur, les valeurs n'étant jamais que l'expression d'un rapport de force, est fatalement inégalitaire, puisque les valeurs seraient inutiles dans l'égalité. Quand la pratique du troc se généralisa, quand les individus, au lieu de participer aux activités collectives pour recevoir leur part, cherchèrent à satisfaire, par l'échange de leur production personnelle, les besoins qu'ils ne satisfaisaient pas eux-mêmes, la notion de devoir envers la société s'estompa, jusqu'à disparaître. Car produire pour soi n'est pas un devoir envers la société. Et compter sur soi pour satisfaire ses besoins, pour se ménager des droits, dispense la société du rôle de garantir les droits en question. Ainsi, alors que l'échange perpétuait sous une autre forme la complémentarité et l'interdépendance des hommes, il les dépouillait en même temps de leur caractère de citoyens, les réduisait à des individus, et anéantissait la société de l'intérieur, ce dont elle ne s'est toujours pas relevée. Et la monnaie aggrava encore les choses.
autant le troc impose à tous de produire quelque chose pour en être propriétaire et pouvoir l'échanger, autant la monnaie, qui doit en théorie s'obtenir en travaillant, en vendant ses produits ou sa force de travail, peut s'obtenir de toute autre manière, même de manière illégale, même de manière criminelle. Fonctionnement de la monnaie. Les unités monétaires passent de main en main, à l'instar des objets échangés sous le troc. Elles n'appartiennent à personne. Elles n'ont pas d'odeur et permettent de tout acheter, du moins en proportion des unités dont on dispose. Il importe donc plus d'en avoir que de les gagner honnêtement. Et comme tout le monde en veut, celui qui en a en abondance, par quelque moyen que ce soit, a tout le monde à ses pieds, ce qui lui permet d'en avoir encore davantage. La monnaie a également ceci de particulier, que l'on ne peut jouir des droits qu'elle incarne qu'en la cédant, c'est-à-dire en payant, ce qui oblige à s'en procurer en permanence. Qui plus est aux dépens d'autrui. Elle instaure ainsi une sorte de guerre entre tous, une guerre dont l'enjeu est d'en gagner ou de ne pas en perdre, une guerre dans laquelle tous les coups en douce sont permis, et les coups de force possibles. Autant dire que la monnaie incite plus au vice qu'à la vertu. Et ceci est encore plus vrai aujourd'hui que personne ne produit rien seul, et que tout le monde a un besoin vital de monnaie. Si longtemps la monnaie a servi à faire du troc de manière indirecte, en incarnant du droit de propriété, aujourd'hui, bien que le schéma soit toujours le même en théorie, elle est plus la contrepartie d'un statut qu'une rémunération d'un travail, et elle sert surtout à accéder au marché. Elle incarne donc non seulement le droit d'accéder au marché, mais encore tous les droits qui passent par celui-là, c'est-à-dire presque tous, manger, se loger, se vêtir, se soigner, se déplacer, se divertir, bricoler, se cultiver, obtenir justice, etc. Quoiqu'aucun de ces droits ne soit reconnu et garanti comme tel, puisqu'ils dépendent, non de la société, mais de la monnaie que chacun doit gagner seul. Or le système monétaire est inégalitaire, plus inégalitaire encore que le troc, dont il pousse les conséquences au paroxysme. L'argent va à l'argent. Ceux qui en ont beaucoup, en ont de plus en plus, au-delà du superflu. Les autres en ont donc de moins en moins, tout juste assez pour vivoter. Et ceux qui, pour X raisons, n'en ont plus du tout, n'ont plus de droits. Ils sont littéralement à la rue, ils meurent de froid et de faim l'hiver sur les trottoirs. Contradiction annonciatrice. La pauvreté a existé de tout temps, mais la contradiction n'a jamais été aussi grande qu'aujourd'hui, entre des capacités technologiques prodigieuses, qui permettraient d'apporter le confort à tous, et la précarité et la misère qui se généralisent pour des raisons purement financières. À force de tirer sur la corde, elle se casse. Et elle est déjà tendue au maximum. Signe qu'une tempête va se lever. Mais une autre contradiction annonce plus sûrement encore la fin de ce système. L'argent est roi, alors que la monnaie n'existe plus. Jamais, dans toute l'histoire de l'humanité, l'argent n'a autant été l'égal d'un dieu, ce qui est normal puisque jamais les hommes n'ont autant été interdépendants, et n'ont jamais eu autant besoin de la monnaie. Or, paradoxalement, la monnaie disparaît. Physiquement. Après avoir été des biens réels, des animaux, des denrées, puis du métal, puis du papier, elle n'est plus aujourd'hui que des chiffres sur des ordinateurs. Elle n'a plus de support matériel. Elle est virtuelle. Elle n'existe plus que par la confiance, ce qui a toujours été le cas en réalité. Et elle ne doit sa survie qu'à l'incapacité des hommes à concevoir un autre mode d'échange que l'échange d'objets entre individus, c'est-à-dire leur incapacité à sortir du schéma du troc et de la croyance que la notion de valeur marchande est nécessaire pour échanger. Quoi qu'il en soit, cette évolution prouve à la fois que la monnaie évolue, qu'elle a eu un début et qu'elle aura une fin. Et sa virtualisation, dernière étape possible de son évolution, mais non de l'évolution en soi, prouve que sa fin est imminente. Qui plus est urgente. Autre contradiction, et fuite en avant. La monnaie, qui n'a jamais empêché l'homme d'avancer malgré elle, mais qui a toujours été un frein à son génie et à sa liberté, est aujourd'hui le moteur de toutes les destructions. Il faut nous souvenir qu'elle repose sur la notion de valeur marchande, qui vient de la pratique du troc, c'est-à-dire du mode d'échange naturel, car incontournable, dans un contexte de production artisanale. Ce mode d'échange par défaut, qui n'a jamais été ni juste ni efficient, est malgré tout intrinsèquement lié à ce mode de production.
Or le mode de production est progressivement passé de l'artisanat à l'industrie, de la production en petite quantité à la production de masse. Le mode d'échange qui était tant bien que mal adapté à l'un, ne l'est plus du tout à l'autre. Pourquoi ? Parce qu'un système fondé sur la notion de valeur marchande est inégalitaire, et que le pouvoir d'achat global, la somme des pouvoirs d'achat, est faible. Toujours, ainsi, lorsque la production est faible, les choses s'équilibrent vaille que vaille. Mais lorsque la production est massive, il n'y a plus assez de clients pour l'absorber, ce qui menace de bloquer et même de faire s'effondrer le système. Il suffirait, pour résoudre le problème, d'adopter un mode d'échange adapté au nouveau mode de production. Mais le changement de paradigme ayant été progressif, personne n'a vu dans l'inadaptation du mode d'échange de toujours, la source des problèmes inédits, et État et entreprises se sont contentés de trouver des solutions illusoires aux problèmes apparents, le manque de clients. Comment un système fermé peut-il faire face au manque de clients en interne, du fait du système monétaire ? En exportant, en s'emparant de pays étrangers pour s'en réserver le marché, ou en s'unissant à d'autres pays dans un marché de dupes. En augmentant les salaires, dans l'idée d'augmenter la demande, en développant le crédit à la consommation, en baissant les salaires, donc les coûts de production, donc les prix, dans l'idée que cela augmentera la demande, en faisant appel à de la main-d'œuvre immigrée, moins payée, ou en faisant produire moins cher à l'étranger, toujours dans l'idée que baisser les coûts de production augmentera la demande, en augmentant purement et simplement la masse monétaire, enfin, en dématérialisant la monnaie, en faisant d'elle une abstraction, ce qu'elle est du reste, afin de pouvoir augmenter arbitrairement et indéfiniment la masse monétaire. Mais toutes ces solutions, mises en œuvre tantôt par les États, tantôt par les entreprises, si elles peuvent avoir quelque succès à court terme, vont rarement dans le sens de l'intérêt général, et atteignent vite leurs limites, quand elles ne tournent pas au désastre. Ce ne sont jamais que des fuites en avant, des tours de passe-passe, des tricheries pour maintenir, dans l'intérêt de quelques-uns, un système monétaire à bout de souffle, qui n'a jamais fait le bonheur des peuples, et au nom duquel tout est désormais voué à la destruction. Un exemple de l'absurdité du système monétaire, et de ce qu'il pousse à faire. Un exemple parmi tant d'autres des problèmes créés par la monnaie, que le système monétaire empêche de résoudre et qui, ce faisant, oblige à recourir en vain à des solutions absurdes et destructrices, alors qu'il ne se poserait même pas si le mode d'échange était conforme au principe de l'ordre social, celui des retraites. Un retraité est une personne qui a rempli les conditions requises pour avoir des droits sans plus avoir à travailler, pour être à la charge de la société sans plus avoir à la servir. Dans un système cohérent, un travailleur est un citoyen, et ses droits, dont celui d'accéder librement au marché, sont attachés à la citoyenneté. Un retraité, autorisé par la société à arrêter de travailler ou de participer à la vie de la cité, est toujours citoyen. Il a donc toujours les mêmes droits. Le seul problème, pour la société, est de savoir combien de citoyens actifs sont nécessaires pour couvrir, par leur production, les besoins de l'ensemble de la population. Car les conditions, pour prétendre à la retraite, dépendront de la réponse. Et bien sûr, plus le potentiel productif d'une société est élevé, moins la production exige d'hommes, plus les travailleurs peuvent être libérés tôt. Mais dans un système monétaire, le problème des retraites se pose dans de tout autres termes. Comment les financer ? Y a-t-il assez d'actifs pour assumer financièrement la masse des retraités ? Quelles conditions fixer pour assurer l'équilibre financier entre actifs et retraités ? Dans ce système, les droits passent par la monnaie, qui fonctionne selon ses propres règles, dont celle des vases communicants. Pour que les retraités aient le droit d'accéder au marché, ils ont besoin de monnaie. C'est l'État qui la leur fournit, en leur versant une pension. Mais l'État doit lui-même se procurer les sommes gigantesques dues, en ponctionnant le travail et les travailleurs, c'est-à-dire en déshabillant Paul pour habiller Jacques. Or les retraites sont une conquête des pays développés, qui ont de moins en moins besoin de main-d'œuvre, qui font donc moins d'enfants, et ont donc une population vieillissante. Le nombre de retraités ne cesse donc d'augmenter, et, malgré des pensions de plus en plus misérables, les actifs, de plus en plus pressurés, ne pourront bientôt plus faire face financièrement, sauf à être même réduits en esclavage. C'est la quadrature du cercle. Ainsi, alors qu'il n'y a aucun problème de fond, que les choses, production-population, s'équilibrent naturellement, le système monétaire fait de la solidarité nationale, vis-à-vis des anciens,
Un problème insoluble, qu'aggravent encore les solutions délirantes envisagées par soumission à la logique monétaire, à savoir gel ou réduction des pensions, déjà inférieures au salaire. Augmentation des cotisations des travailleurs, dont le pouvoir d'achat est déjà en berne. Rehaussement de l'âge de départ à la retraite, alors que le progrès technologique pousse à son abaissement. Capitalisation individuelle, qui, n'étant pas possible pour tous, réduirait le nombre de bénéficiaires, mais ne résoudrait pas le problème collectif. Immigration massive. D'abord de travail, puis familiale. Comme si des travailleurs étrangers étaient utiles en période de chômage. Comme si leur famille n'était pas une charge de plus pour l'État. Comme si une invasion d'une ampleur inédite n'était pas évidemment porteuse de conflits, auprès desquels la question des retraites sera une rigolade. Ce n'est pas que l'on fait le contraire de ce qu'il faudrait faire, c'est qu'il n'y a rien à faire, hormis sortir du système monétaire, et que l'on fait précisément tout, consciemment ou non, pour rester dedans. Informatique et carte civique. Si on le laisse faire, l'argent détruira tout, et demeurera seul au milieu des ruines. C'est un avenir possible. Toutefois, au point où il en est arrivé, le système monétaire porte en lui les germes de sa destruction et du renouveau. L'argent est tout puissant parce que les hommes sont plus interdépendants que jamais. Autrement dit, nous formons société malgré l'individualisme inhérent au système monétaire, et malgré nous. Du moins pourrions-nous véritablement en former une, au niveau de chaque pays, sans l'obstacle artificiel de la monnaie, donc sans la croyance absurde que la notion de valeur marchande est nécessaire pour échanger. Par ailleurs, la monnaie s'obtient désormais en contrepartie d'un statut socio-professionnel, et sert à accéder au marché en proportion des unités obtenues. Là encore, de cette situation à l'application du principe qui, dans un contexte d'abondance, prescrit que les citoyens, seuls statuent dans une société digne de ce nom, ont le droit d'accéder librement au marché, il n'y a qu'un pas que seule la monnaie, et sa logique individualiste et inégalitaire, empêche de faire. C'est pourtant l'évolution du système monétaire, combinée à l'évolution des choses, qui a amorcé le basculement et nous montre la porte de sortie. Enfin, dans sa logique de domination, le système monétaire tend à proscrire la monnaie matérielle, et la monnaie virtuelle se manipule essentiellement via des cartes de crédit. Or, comment appliquer plus simplement le principe de la liberté d'accès au marché, qu'en dotant les citoyens d'une carte à puce, leur permettant d'attester leur citoyenneté auprès des commerçants? En fait, les cartes de crédit préfigurent les cartes civiques. Elles accompagnent la monnaie, dans la dernière étape de son évolution, avant sa disparition, et elles apportent la technologie qui permettra de mettre en œuvre une conception de l'échange, qui lui donnera le coup de grâce. Un jour, les cartes elles-mêmes disparaîtront, la citoyenneté pouvant être attestée par une simple empreinte biométrique. Il est toutefois douteux que l'évolution puisse aller au-delà, jusqu'à l'absence de moyens d'identification. Car la technologie permettant d'attester la citoyenneté est la condition pour pouvoir appliquer les principes de l'ordre social à grande échelle. La technologie n'est inutile que dans les petites communautés, où tous les citoyens se connaissent, où chacun sait ce que fait l'autre, et où nul ne peut tirer au flanc. Mais c'est aussi l'absence de cette technologie, qui condamne les petites communautés à recourir à la monnaie dès qu'elles évoluent, et que production et échange se compliquent. Égalité réelle, et harmonie sociale, à portée de main. Ainsi, il semble que la force des choses prépare l'avènement d'un nouveau paradigme. Le troc, la monnaie, la notion de valeur marchande, amenée par l'évolution, ont détruit la société il y a déjà plusieurs millénaires. La technologie moderne, fruit elle aussi de l'évolution, va permettre de la restaurer, mais à une plus grande échelle, à l'échelle des pays actuels, des nations modernes. Viser au-delà serait participer aux destructions entreprises par l'argent, qui insuffle l'individualisme, l'universalisme, le droit de l'homisme, le sans-frontiérisme, le mondialisme, c'est-à-dire l'idéologie capitaliste. Viser au-delà, ne voir qu'un, dans le genre humain, serait nier les continents, les océans, les mers, les montagnes, les fleuves, les forêts, les peuples, leur histoire, leur culture, leurs différences, leurs aspirations, leurs capacités respectives. Ce serait nier les hommes de chair et de sang, au nom d'un homme absolu qui n'existe pas. Ce serait prôner une égalité sans consistance et sans assise, la toute-puissance de l'argent en dernière analyse,
pour empêcher la conquête, par chaque peuple, du moins par ceux qui en sont capables, de l'égalité réelle, de l'égalité en droit s'entend. Les nations modernes ont été créées, par, et pour le capitalisme, autre nom de l'argent, qui cherche aujourd'hui à les détruire, parce qu'il n'en a plus besoin, et surtout parce qu'il en a peur. Parce qu'elles seules ont la capacité, de par leur dimension, de s'opposer à lui et de le vaincre. Mais pour qu'un tel jour arrive, il faudra d'abord échapper à ces pièges mortels, qui, par ailleurs, accaparent l'attention, et la détournent de la révolution. Ces pièges sont les deux facettes du mondialisme. Le supranationalisme, ou l'européisme, et l'immigrationnisme, qui tentent à détruire les nations par le haut, et de l'extérieur, et les peuples, par le bas, et de l'intérieur. Le système monétaire profite trop à ceux qui sont au sommet, pour pouvoir être renversé par eux. Et il ne pourra pas non plus être renversé par des masses informes d'individus. Seul un peuple conscient de lui-même, constituant aujourd'hui une nation, peut en avoir la force, et la volonté. Le capitalisme ne peut être écrasé, qu'au nom de l'égalité et de la patrie. De la manière que nous avons vu, c'est-à-dire en mettant au service des principes, une technologie et des structures aujourd'hui au service de l'argent. Mais cela demandera une décision politique. On ne passera pas du capitalisme à la cité, ou de l'argent à l'égalité, par accident. Soit des hommes auront la capacité et le courage de prendre cette décision, soit l'argent nous entraînera tous avec lui, dans son néant. Nous sommes à la croisée des chemins. La grande révolution n'est pas derrière, mais devant nous. Une page d'histoire, de plusieurs millénaires, doit être tournée. Mais qui la tournera? Qui osera défier toutes les puissances de la terre, tous les préjugés, et, finalement, tous les hommes, marqués sans le savoir du signe de la bête? Qui préférera, au rôle de héros de la patrie, de l'égalité, et de l'humanité, celui d'esclave de l'argent?